Donc bonsoir à toutes et tous. Alors nous sommes le livret emploi-travail et donc je suis Julie Garnier, oratrice nationale et je suis accompagnée d'une participante, d'une militante même très active de ce groupe, Sonia Nafati qui m'accompagne et ce soir le thème c'est la formation professionnelle. Alors avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, on va essayer de remettre un petit peu l'enjeu. Pourquoi est-ce que la formation professionnelle, on a voulu vous en parler? Tout simplement parce que c'est la démonstration qu'il y a aujourd'hui une logique libérale qui détourne ce droit fondamental des salariés au profit d'une logique concurrentielle et marchande. On va le redire, hein, c'est un droit fondamental parce que dans l'histoire, le savoir-faire a toujours été reconnu comme une richesse qui s'échange dans les corporations au Moyen Âge, mais toujours dans un esprit de cooptation. Donc, c'est-à-dire qu'on choisissait, on désignait celui à qui on voulait bien transmettre ce savoir. Donc, c'est vraiment une richesse, c'est quelque chose qui se mérite presque. Et donc, pendant la Révolution française, il y a eu justement, comme tout ce qui s'est passé pendant cette période, un vent nouveau qui a soufflé. Et l'abbé Grégoire, notamment, voulait qu'on diffuse des savoirs industriels et techniques. C'est ce qu'on appelle l'éducation permanente. Et ainsi, lors de la Convention de 1794, il crée donc un établissement qui aurait pour but, donc un établissement public de l'État, qui aurait pour but d'assurer la diffusion de l'innovation technologique, la diffusion de ces savoirs scientifiques auprès du plus grand nombre, afin de promouvoir l'esprit de création et surtout de perfectionner l'industrie nationale. Ça marque en fait le début d'un établissement qui existe encore aujourd'hui, qui est le CNAM, à savoir le Conservatoire national des arts et métiers. Le droit à la formation est depuis revendiqué par les mouvements ouvriers comme un droit universel. On a le droit de se former, de la même façon qu'on a le droit de travailler, etc. C'est un droit fondamental des salariés. Pourtant, il faudra attendre que 1946 pour que ce droit soit inscrit et figure pour la première fois dans le préambule de la nouvelle Constitution. Alors, vous le savez, hein, ce droit est depuis tiraillé, comme tous les autres d'ailleurs, hein, entre les intérêts d'un patronat qui souhaite faire porter la responsabilité de la formation sur le dos de chaque salarié, et de l'autre, les intérêts collectifs des travailleurs qui le voient comme afin d'assurer un accès universel, une employabilité et une promotion sociale. Donc, vous voyez, il y a encore ces deux fronts qui s'affrontent, hein, qui sont extrêmement pas du tout sur le même système, qui ne voient pas du tout ça de la même façon. Et donc la formation professionnelle aujourd'hui, eh ben, on le voit bien elle est amenée à être vouée dans une perspective marchande, alors que ça doit rester et ça doit être avant tout, comme tous les autres droits, un droit fondamental et donc l'État doit garantir son accessibilité. Alors, Sonia, c'est toi qui as le plus travaillé sur cette formation. Et donc, pour parler de formation professionnelle, je te laisse la place et vas-y, je te laisse nous délivrer des exemples et nous dire comment est-ce que tu vas nous présenter ceci. Merci beaucoup, Julie. Bonsoir à tous. Alors, effectivement, la formation professionnelle, c'est un outil au service des travailleurs et non un marché pour les profiteurs. C'est un outil qui est très peu connu et pour lequel il y a très peu de communication de la part de l'État, mais pas seulement de la part de l'État, de la part aussi des régions, parce que la formation professionnelle, depuis la loi 83, est de la compétence des régions. Et malheureusement, la formation professionnelle n'a pas échappé aussi à la fièvre de la privatisation et Pénicaud a donc ouvert le marché de la formation professionnelle à la concurrence et à la privatisation. On peut aussi s'interroger légitimement sur le rôle du patronat dans la formation professionnelle. Alors, le patronat revendique l'encadrement de la formation professionnelle pour deux motifs. Le premier est que le fait d'avoir une masse salariale formée, ça permet de maintenir une certaine technicité dans le secteur d'activité et de garder ainsi un certain monopole. C'est le cas de
l'aéronautique et des télécoms. Et puis le deuxième intérêt que les patronats trouvent dans l'encadrement de la formation professionnelle, c'est un caractère commercial et lucratif toujours, parce que à cause de la privatisation de la formation professionnelle, eh bien, les bénéfices vont dans les poches de leur ami patron. Donc, effectivement, la formation professionnelle est totalement fourvoyée. On peut aussi s'interroger sur le rôle ou bien ce que pensent les partis politiques de la formation professionnelle. La droite a d'ailleurs très peu de considération pour la formation professionnelle et considère que la formation professionnelle est une forme d'assistanat au même titre que les bénéficiaires du RSA ou des chômeurs. Je vais vous donner l'exemple de la région Rhône-Alpes, qui est dirigée par les Républicains et par Wauquiez. Ainsi, lorsqu'on va sur le site qui s'appelle Aura, donc c'est Orientation Région Rhône-Alpes, on voit très bien, ça nous saute aux yeux, le peu de considération qu'ils ont. Pourquoi ? Parce qu'on est directement redirigé vers un site internet, une plateforme numérique, donc on est quand même assez seul avec nos questions, nos interrogations. Il n'y a pas d'échange avec nos pairs pour avoir un avis, une opinion. Donc il y a une certaine solitude. Il y a aussi le problème que ce soit un site numérique, donc on est automatiquement dirigé sur tel et tel onglet sans finalement avoir plus d'informations, avoir d'échanges, donc ça rejoint la solitude là aussi. La démarche est complètement asymétrique. Pourquoi ? Parce que la formation professionnelle est prise, entre guillemets, du côté de l'emploi et non pas du côté des desiderata des personnes qui souhaitent se former, de leurs projets, etc. Donc, c'est une approche hémiplégique de la formation professionnelle. Et enfin, et c'est le plus grave dans cette affaire et dans cette considération quasi inexistante de la droite pour la formation professionnelle, c'est que c'est une psychologie de comptoir. Une véritable psychologie de comptoir, le degré zéro de la psychologie. Pourquoi ? Parce qu'on est donc face à notre site internet, on souhaite avoir des informations, se former, chercher dans quel secteur d'activité est-ce qu'on peut se reconvertir dans le cas d'une reconversion. Et puis, on nous propose tel ou tel secteur d'activité à l'issue d'un quiz. Alors, le quiz, ce n'est pas non plus des questions extraordinaires ou bien très précises ou utiles et pertinentes, non. C'est est-ce que vous préférez voyager ou suivre les ordres ? Donc, il y a un caractère assez humiliant dans ce quiz, une certaine assignation à sa place qui est vraiment pas pertinente, pas utile, incohérente et humiliante. Donc, ça nous met face au peu de considération de la formation professionnelle par la droite. Les conséquences de cette formation professionnelle telle qu'elle est proposée par la région Rhône-Alpes, peut-être qu'il y a eu une création de 2 ou 3 emplois de programmeurs, très bien. Mais c'est une perte de temps incommensurable pour les personnes qui souhaitent se former. C'est humiliant car il y a une sorte d'assignation donc à sa place. Plutôt que d'envisager la formation professionnelle comme une action d'émancipation, le gouvernement et les exécutifs locaux la dénigrent et la fourvoient. C'est donc une approche très low cost de la formation professionnelle. Ils sont toujours dans un souci de raccourcir le temps imparti à la formation professionnelle, mais aussi à la réflexion sur la formation professionnelle et par conséquent de réduire les budgets. Macron, par exemple, a demandé aux agents de Pôle emploi d'effectuer un bilan de compétences en 15 jours. Il est complètement déconnecté de la réalité. On ne peut pas faire un bilan de compétences en 15 jours. C'est des heures et des heures et des heures de travail et d'échange avec un agent du Pôle emploi qui est formé, avec un agent du Pôle emploi qui est disponible, qui peut nous recevoir quand on voit qu'on a un rendez-vous Pôle emploi lorsqu'on a inscrit au chômage une fois tous les 6 mois. C'est impossible de demander aux agents de fournir des bilans de compétences en 15 jours. Ce n'est pas possible.
Et surtout, à charge de qui financièrement le bilan de compétences? Grosso modo, une moyenne nationale, environ 1 500 € pour un bilan de compétences. Alors, est-ce que c'est Pôle emploi qui finance? Est-ce qu'on doit piocher dans son compte personnel de formation? Enfin, c'est vraiment pas équilibré et c'est pas équitable. Et il y a aussi beaucoup de disparités de tarifs sur tout le territoire. Si on passe par un organisme privé, si on passe par le Pôle emploi, donc il n'y a pas de considération. Et on le voit, que ce soit du début, lorsque l'on cherche une information, ou à la fin, ou lorsqu'on souhaite réellement se reconvertir ou faire un bilan de ses compétences, on voit qu'on est seul, qu'on n'est pas accompagné. Alors la question que l'on peut se poser est pourquoi est-ce qu'ils sont à côté de la plaque? Parce qu'ils le sont réellement à côté de la plaque. Le problème, c'est que la formation professionnelle, elle est du côté de l'emploi. C'est le côté hémiplégique, asymétrique de la prise en charge de la question de la formation professionnelle, et donc pas du côté des besoins du travailleur. Comment ça se fait que la formation professionnelle, elle est appréhendée uniquement appréhendée du côté de l'emploi, parce qu'elle a une vision court-termiste? Si on réfléchit besoin du marché du travail, besoin de l'emploi, on ne peut pas réfléchir sur une longue période, c'est sur du court terme. Alors que les priorités et les projets des individus peuvent évoluer. On a eu un exemple très concret dernièrement avec la crise sanitaire. Est-ce que les besoins en matière de personnel soignant, par exemple en mars 2020, seront les mêmes besoins en septembre 2021 à l'issue d'une formation? On le voit très bien que ce n'est pas possible, que ce ne sera pas le cas. Donc, les projets, les priorités des individus peuvent évoluer, mais les besoins du marché du travail sont encore plus incertains et plus fluctuants. En effet, on le voit très bien avec ce qui se passe dans la conjoncture actuelle, les difficultés financières, les fluctuations du marché du travail. Si on ne prend pas la question de la formation professionnelle dans sa globalité, on a une formation professionnelle qui n'est pas pertinente et qui ne colle pas aux besoins des travailleurs. Il y a eu plusieurs plans qui ont été comme ça empilés les uns sur les autres. Il y a eu le plan 30 000, le plan 50 000, le plan 100 000. Il n'y a pas eu de résultat. C'est-à-dire aussi, on s'est rendu compte aussi que plus on forme les gens, plus on augmente le niveau de chômage. Eh bien, parce qu'en France, on peut se dire, c'est pas possible, comment ça se fait, les gens sont plus formés, il devrait y avoir peut-être moins de chômage, plus de personnes qualifiées pour pouvoir postuler et être embauchées. C'est totalement faux, c'est totalement le contraire qui se passe. Et ça, c'est France Stratégie qui le dit. Et France Stratégie, c'est pas connu comme étant un repère de bolcheviques. Et que dit France Stratégie? France Stratégie nous dit simplement que seulement un salarié sur 3 occupe un emploi en lien avec sa formation. Donc, en fait, le chômage n'est pas directement lié à un problème de formation. D'ailleurs, la formation n'est pas un critère de sélection pour un employeur. Un employeur, lorsqu'il veut recruter 2 personnes, il ne va pas en recruter une troisième parce qu'elle est formée. Il y a donc une problématique de débouché qui se pose à l'issue de ces formations. En effet, plus on qualifie, plus on change le profil des travailleurs sans impacter, évidemment, les offres d'emploi. C'est donc cette approche asymétrique et court-termiste qui pose problème et qui touche négativement la formation professionnelle. Cette approche condescendante diminue grandement la plus-value de la formation professionnelle dans l'émancipation de la société. Je vais vous donner l'exemple d'autres pays, parce que c'est pas la formation professionnelle, elle existe dans d'autres pays sur la planète. Donc, je vais vous donner l'exemple de Madagascar, du Pakistan et de l'Autriche. Alors, pendant la crise sanitaire, il n'y a pas eu de coupure dans la formation professionnelle. En France, on a été énormément impacté par la crise sanitaire. Greta, qui est un organisme de formation publique, a dû maintenir ses charges de fonctionnement, ses charges structurelles, sans avoir de personnes à former. Donc, ils sont en quasi-faillite. Il n'y a pas eu de préparation, il n'y a pas eu d'anticipation. D'autres pays,
comme Madagascar et le Pakistan, pendant cette crise sanitaire, ont réquisitionné des chaînes télévisées publiques pour pouvoir continuer à former, à ce que les gens puissent continuer à s'entraîner. Il y a eu des développements aussi d'applications pour les smartphones pour que les étudiants puissent prendre en photo leurs projets, leurs travaux pratiques et puissent les envoyer à leurs formateurs. Donc voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Et puis, dernier exemple, et c'est le plus pertinent, c'est l'exemple de l'Autriche. Alors l'Autriche, c'est très spécial. La formation professionnelle s'appelle la formation du travail. Et la formation du travail en Autriche est encadrée par les syndicats. Ce sont des retraités syndicalistes qui viennent transmettre leur savoir-faire. C'est ce que disait Julie en préambule. Le savoir-faire, il faut le transmettre. C'est vraiment une richesse que l'on transmet. Et l'Autriche l'a complètement intégré et a une prise en charge globale et entière de la formation professionnelle. Je m'explique. Donc, la formation du travail est sous le contrôle de syndicalistes retraités, de ces syndicalistes encore en activité. Elle leur permet aussi d'avoir une bourse d'études, donc d'avoir le statut d'étudiant et donc ne plus avoir des soucis financiers tels qu'on peut connaître, nous, dans notre schéma de la formation professionnelle en France. Parce qu'en France, on doit soit avoir une activité à côté pour pouvoir continuer à subvenir à ses besoins, ou bien les allocations chômage. Et donc, on ne peut pas exercer une activité. Donc, il y a vraiment une difficulté financière qui est réelle en France et qui impacte l'accès à la formation professionnelle. En Autriche, la prise en charge, elle est complète. Donc, il y a le statut d'étudiant avec l'attribution d'une bourse d'études. Et surtout, et c'est le plus important, c'est les personnes à l'issue de leur formation professionnelle ne quittent la structure que s'ils signent un contrat de travail en lien avec leur formation. Donc, le projet, il est global. Il y a une formation qui est dispensée, il y a une bourse d'études qui est attribuée et ils ne sont lâchés que lorsque le contrat de travail est signé. Donc, c'est cette absence d'anticipation, absence de planification qui manque cruellement à la formation professionnelle. En conclusion, Macron ne peut pas dire qu'il a été surpris par la crise sanitaire, c'est une absence de planification. C'est même pire. Il ne souhaite pas organiser et améliorer la formation professionnelle, ni s'inspirer de ce qui fait ailleurs et ce qui fonctionne. La formation est un droit qui est inscrit dans la Constitution et progressivement, on voit que ce droit bascule vers un privilège. On le sait très bien, lorsque l'on va solliciter, par exemple, son employeur pour une formation professionnelle, ce qui va nous être répondu, c'est si tu fais une bonne année, si tu atteins tes objectifs, alors que c'est un droit qui est inscrit dans la Constitution. Donc, il faut absolument une planification, il faut une anticipation, mais il faut surtout une volonté politique. Donc, la formation professionnelle, elle ne peut pas être laissée comme ça. Nous avons des propositions et je laisse Julie nous faire part de ce que la France insoumise propose. Oui, tu l'as vraiment, tes exemples sont extrêmement pertinents, Sonia. Vraiment, l'exemple de l'Autriche, on voit bien que on a quand même un peu de retard, hein, parce que tu l'as dit, nous, aujourd'hui, la formation, pour revenir à notre exemple franco-français, elle est quand même extrêmement détournée. Tu l'as dit, déjà au sein de l'entreprise, c'est souvent donné comme une récompense. C'est pas un droit, c'est un privilège. Tu l'as dit, c'est si tu travailles bien, je t'accorde ta formation. Enfin, on a tous entendu ça dans notre environnement. Et on voit que les travailleurs qui, eux, ont le plus besoin de formation sont ceux qui accèdent le moins. Il faut savoir que 36% des salariés partent en formation en France en moyenne, alors que la moyenne des pays de l'OCDE, c'est 54%. Vous voyez déjà, on n'est pas bon. Hein. Pour les demandeurs d'emploi, l'accès aux formations est aussi très dégradé. Près de 88% des demandeurs d'emploi n'y ont pas eu accès. Et en plus, quand ils veulent y avoir accès, ils doivent d'abord épuiser leur CPF, leur compte personnel de formation, avant d'espérer d'avoir une aide éventuelle de Pôle emploi. Merci à la loi Pénicaud, hein, au passage. Enfin bon, on va pas tout revenir, mais c'est vrai qu'il y a une grosse difficulté. Et en plus, tout ça avec la mainmise de France Compétences qui met sur le même plan des formations qui sont, enfin voilà, qui peuvent être low cost, avec des formations qui sont diplômantes, qui sont longues et coûteuses. Le problème du CPF, il est dans son ADN, c'est-à-dire que comme on ne voit la formation
que comme une cagnotte. Vous savez, le CPF, c'est ces euros que vous cumulez au fur et à mesure de vos années de travail et vous constituez une cagnotte. Avant, on appelait ça le DIF, vous cumuliez des heures, aujourd'hui on cumule des euros. Le problème de cette vision-là, de voir ça que par des euros, c'est que vous déjà, votre cagnotte, elle est plafonnée, et donc vous allez forcément, si vous voulez avoir une formation, eh bien vous allez faire en fonction de votre budget. Et donc comme votre budget est limité, eh bien vous allez vous diriger vers des formations qui vont, elles, être accessibles. Donc ça ne va pas forcément être les formations qui seront les plus diplômantes, qui seront les plus intéressantes, qui seront les plus longues, et parce qu'elles seront les plus coûteuses, tout simplement. Donc, vous allez vous diriger sur des organismes de formation qui n'auront pas investi, qui n'auront pas les moyens pédagogiques nécessaires, etc., etc. Et donc, vous allez avoir déjà une formation au rabais. Et donc, c'est vraiment dans l'ADN du CPF, on a clairement un souci qui fait que on pense finalement la formation comme un marché, comme de l'argent qui doit circuler, mais non pas comme un enjeu stratégique. Or, l'enjeu de la formation, c'est que ça doit être aussi un outil indispensable face aux plus grands défis qu'on a face à nous. C'est l'urgence climatique. On sait qu'on doit passer par une bifurcation écologique. Et donc, il va falloir mobiliser des compétences. C'est pas avec le CPF qu'on va y arriver. Hein. Disons-le très clairement. On est mal barré avec ça. Bref, c'est pour ça que la France Insoumise fait des propositions, et je terminerai là-dessus, c'est déjà d'élaborer des objectifs de formation professionnelle en fonction de la bifurcation écologique, ça c'est le premier point, mais aussi de la souveraineté industrielle et des besoins des salariés, et non pas des besoins des entreprises à court terme. Voilà, ça c'est une chose fondamentale, mais ça va toujours mieux en disant, bon, redisons-le, voilà, les objectifs, on les priorisera. Et objectifs, on s'appuiera sur les instances représentatives qui existent et sur des vrais savoir-faire et non pas sur des intérêts court-termistes du patronat et du MEDEF. On priorisera aussi les formations diplômantes parce qu'on sait que ce sont avec les parcours diplômants qu'on arrivera le mieux à faire en sorte d'avoir des compétences qui soient durables et non pas voilà, des compétences ponctuelles. C'est pour ça que on ne privilégiera pas les certificats, mais bien plus les formations diplômantes. On orientera aussi prioritairement les financements du plan d'investissement des compétences, qu'on appelle le PIC, vers les organismes publics. Voilà. Donc, clairement, ce ne sera pas un marché ouvert, libéral, comme ils veulent nous le faire comprendre. Non, puisqu'il y a un enjeu stratégique pour le pays, eh bien, on le dirigera plus vers les organismes publics qui ne verront pas leurs profits passer en premier, tout simplement. Pour les aides aux organismes privés, eh ben, je vous le dis, elles seront conditionnées, ce ne sera pas gratuit. Voilà. Ils devront prendre des engagements fermes en matière, par exemple, de traçabilité de fonds, en matière de transparence des sommes et en matière aussi d'accès à l'emploi. Ils ne pourront pas former comme ça du public sans qu'il y ait derrière une véritable accessibilité à l'emploi. Enfin, pour terminer, on engagera aussi un plan pour les formations sanitaires et sociales. On ira vers la gratuité totale des formations, vers les aides aux stages, voilà, pour qu'on puisse aller vers tous ces métiers du lien qui nous manquent cruellement. Et c'est vrai que développer et prioriser les formations dans les secteurs indispensables à la bifurcation écologique, eh bien, on le fera par l'apprentissage, par tous les contrats de professionnalisation, etc. Il y a beaucoup, hein, vraiment l'univers de la formation professionnelle est vraiment très large et il faudra vraiment les axer sur tous ces secteurs qui sont indispensables. Par exemple, l'agriculture, le bâtiment, les génies de matériaux, les énergies, la rénovation énergétique, etc., etc. Les métiers tout autour de l'eau aussi, dont on a beaucoup parlé à la France Insoumise. Mais tout ça, voilà, pour le mettre en œuvre, il faut des compétences. Eh bien, pour avoir ces compétences, il faut de la formation. Et pas de la formation pour rémunérer des petits organismes privés qui font du profit. Il nous faut des formations pour aller vers un monde meilleur, tout simplement.